Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fred Academy, la chaîne dédiée à l'apprentissage des sciences de la vie et de la Terre, ainsi qu'à l'accompagnement des élèves du secondaire dans les différents examens officiels. Aujourd'hui, nous allons corriger l'évaluation sommative numéro 1 de Père Montier. Ici, je vous recommande fortement déjà de vous exercer par vous-même avant de suivre la vidéo pour que vous puissiez bénéficier davantage. On va tout de suite commencer avec cette épreuve. Ici, on ne va pas juste se contenter de répondre au QCM. On va essayer d'expliquer et de comprendre l'idée qu'il y a derrière chaque question. L'ADN est un macromolécule polymère de nucléosides en petit a, nucléotides en petit b, base azotée en petit c et désoxyribose. Ici, nous avons l'ADN qui est composé à la base, on va écrire ici, l'ADN est composé à la base d'un acide phosphorique, d'un désoxyribose, de bases azotées complémentaires, ça peut être, on va choisir adénine, de thymine, par exemple, d'un autre désoxyribose et d'un acide phosphorique une fois de plus. Or ici, voici ce qu'on appelle un nucléotide. Voici un nucléotide, c'est-à-dire un ensemble d'acides phosphoriques, de sucre, ça c'est le sucre, un ensemble d'acides phosphoriques, le désoxyribose c'est le sucre, et d'une base azotée. Pareil ici, on a un acide phosphorique, on a un sucre et on a une base azotée. Donc, voici mon premier nucléotide et voici mon deuxième nucléotide. Par conséquent, c'est donc la réponse juste, c'est tout simplement la réponse B. C'est tout simplement la réponse B. On va directement à la deuxième question. L'événement qui caractérise l'anaphase de la mitose est, petit a, la formation de la plaque équatoriale. On sait que la plaque équatoriale se forme généralement durant la métaphase, donc le petit a ne peut pas être vrai. Petit b, l'ascension polaire des chromosomes entiers. Ça aurait été potentiellement une bonne réponse, mais l'ascension, c'est pas des chromosomes entiers. La migration polaire des chromosomes simples au fils. Les chromosomes simples au fils, c'est tout simplement les chromatides. Donc, c'est l'ascension polaire des chromatides de part et d'autre. C'est la bonne réponse. Et la quatrième, c'est l'ascension polaire des chromosomes à deux chromatides chacun. C'est plus ou moins la même chose que le petit b. Le petit b et le petit d, ce sont des réponses similaires. Donc, nous savons qu'à l'anaphase, dans une mitose, nous avons les chromosomes à une chromatide qui vont migrer de part et d'autre des pôles de la cellule. Lorsque les chromosomes migrent en binôme de chromatides, c'est-à-dire chaque chromosome avec deux chromatides migrent de part et d'autre, on sait automatiquement que nous sommes dans un cas de méose et non dans un cas de mitose. Par conséquent, la réponse juste, c'est la réponse C. 3. Concernant le gène, c'est la portion d'ADN commandant l'expression d'un caractère précis. Ça, c'est la bonne réponse déjà. Une protéine déterminant un caractère précis. La protéine, c'est tout simplement le résultat, en fait, d'une traduction partant d'un gène. Donc, c'est plus le produit fini d'un processus et non de la protéine en elle-même. Un chromosome commandant l'expression d'un caractère précis. Le chromosome, c'est la localisation d'un gène, tout simplement. Une portion de l'ARN commandant l'expression d'un caractère. L'ARN intervient dans la transcription et donc n'est pas présent dans le gène. Le gène est composé principalement d'ADN. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A. Quatrième question. Le renouvellement cellulaire s'effectue grâce à des mitoses. Petit a. Petit b, n'utilise pas de programme génétique. Petit c, ne commence pas chez un individu adulte. Petit d s'achève à la naissance. On sait que le renouvellement cellulaire s'effectue grâce à la mitose, parce que c'est durant la mitose qu'il y a une duplication du matériel avec la formation des différentes cellules filles qui sont issues des cellules mères qui sont à 100% identiques sur le plan génétique. Donc la bonne réponse est la réponse A. Exercice 2. On vous a donné un document, le document 1,
qui montre l'empreinte prélevée sur une scène de crime et celle de 3 suspects. On demande de décrire l'élaboration du processus. Très bien. Déjà ici, il faut savoir que lorsqu'on se retrouve sur une scène de crime, généralement, la quantité d'ADN qu'on retrouve sur les lieux c'est vraiment très faible. Ce que l'on fait généralement, c'est qu'on va tenter de multiplier la quantité d'ADN avant de pouvoir le séquencer. Généralement, comment est-ce qu'on commence? On commence en première étape par le prélèvement. Le prélèvement, ça peut être du sang, ça peut être de la salive, ça peut être des cheveux ou n'importe quoi d'autre sur le corps de la victime. Deuxièmement, on va procéder par une multiplication, puisque comme je disais tantôt, la quantité d'ADN qui est reçue, qui est du moins recueillie dans une scène de crime est généralement très infime pour qu'on puisse faire des études poussées. Et donc, on va devoir multiplier la quantité d'ADN en utilisant un processus que l'on appelle la réaction de polymérisation en chaîne. Donc, on va multiplier grâce au PCR, réaction de polymérisation en chaîne. Troisièmement, une fois qu'on a suffisamment d'ADN, qu'est-ce qu'on fait? On va diviser tout simplement les cellules en utilisant des enzymes de restriction. Voici les enzymes de restriction, qui sont généralement des endonucléases. Une fois que c'est divisé, on va procéder à l'électrophorèse. L'électrophorèse permet de classer justement les différents segments, comme vous voyez, au niveau de l'image. Donc, lorsqu'on a classé, la dernière méthode qui nous reste, c'est tout simplement la comparaison. On va essayer de regarder quel est le profil du suspect qui correspond avec l'étude de l'ADN qu'on a eu sur le terrain, sur la scène de crime. Deuxième question. On demande de préciser, en justifiant votre réponse, lesquels des 3 suspects est un coupable. Pour déterminer le coupable, comme je disais tantôt, on va juste faire une comparaison des différents profils d'ADN entre celui de chacun des 3 suspects et celui qui était prélevé sur la scène de crime. Et lorsqu'on regarde, on se rend compte que le suspect 3 correspond parfaitement à l'échantillon qui était prélevé sur la scène de crime. Donc, on va dire, c'est le suspect 3, car son électrophorèse est identique à celui prélevé sur la scène de crime. Tout simplement. On va passer à l'exercice suivant. Exercice 2. Identifier les différents organismes cellulaires sur l'électronographie. Distinguer les cellules animales et végétales. Reconnaître les étapes de la mitose sur des électronographies. Le document 2 ci-dessous représente une cellule observée au microscope électronique. Identifiez la nature de ces cellules. Justifiez votre réponse. Grand 2, exercice 1. La nature. On sait que c'est une cellule animale. Pourquoi c'est une cellule animale? Simplement parce que les caractéristiques de la cellule végétale ne se retrouvent pas dans ces cellules, à savoir la présence d'un chloroplaste, la présence d'une membrane squelettique par exemple, ou alors une vacuole très développée par rapport à une cellule animale.
Donc, nous pouvons donc conclure que cette cellule, elle est une cellule animale. En deux, légendez le schéma en vous servant des repères 1 et 4. Quand je regarde mon schéma, le 1, je vais dire, c'est la mitochondrie. Le 2, c'est le nucléole. Le 3, c'est la membrane nucléaire. Et le 4, c'est le noyau. Troisième question. On nous dit, cette cellule a subi la mitose, dont on a schématisé les étapes suivantes en désordre. Nommez ces étapes. Quand je regarde au niveau de l'étape A, je constate qu'il y a déjà la présence des fibres achromatiques qui tirent les chromatides de part et d'autre des pôles de notre cellule. Donc cette étape A correspond à l'anaphase. L'étape A correspond à l'anaphase. Pourquoi? On a les fibres achromatiques. On a les chromatides, ou alors les chromosomes, à une chromatide, tout simplement. Le schéma B, qu'est-ce qu'on observe sur le schéma B? Sur le schéma B, on constate qu'il y a une apparition déjà des fibres achromatiques et une disparition progressive de l'enveloppe nucléaire. Donc, nous sommes dans un cas de prophase. Donc, le B, c'est la prophase. On a l'apparition, ça se caractérise par l'apparition des fibres achromatiques et une disparition progressive de l'enveloppe nucléaire. Et enfin, le C, on constate que les chromosomes à une chromatide sont répartis au centre de notre cellule avec déjà le déploiement des différentes fibres achromatiques. Lorsque vous voyez déjà des chromosomes à une chromatide répartis au centre d'une cellule, nous sommes dans un cas de métaphase. Donc, plaque équatoriale. C'est la caractéristique principale de cette étape. On va procéder à l'exercice suivant. Exercice 2. Faire les tests caractéristiques des molécules organiques. L'analyse du contenu cellulaire révèle la présence de molécules organiques telles que les protéines et les lipides. Décrit schématiquement les textes de mise en évidence de la présence de ces molécules respectivement dans la solution de jaune d'œuf et dans l'huile d'olive. Un seul test pour chaque molécule. Bien. Ici, on ne va pas trop s'attarder sur les tests parce que je suppose que c'est des schémas qui ont été déjà donnés dans les salles de classe. Ce qu'on va juste faire, c'est que je vais vous présenter des schémas et je vais vous donner des potentielles questions que l'on peut ressortir également toujours de ces deux schémas, c'est-à-dire le test de Burin et le test au rouge de Soudan. Et quelques précisions également. Déjà, pour le test de Burin, on l'utilise dans la mise en évidence des protéines. Il y en a un autre test qu'on appelle le test xanthoprotéique. Mais le test xanthoprotéique, je suppose également qu'en salle, ça a été vu, donc on va s'attarder uniquement sur le test de Burin. Vous allez remarquer ici, on a une protéine du jaune d'œuf dans notre jaune d'œuf et nous ajoutons de l'oxyde de sodium ou tout simplement de la soude ou alors de l'hydroxyde de sodium si vous voulez. Et puis ensuite, on ajoute du sulfate de cuivre ou sulfate de cuivre 2 pour certains si vous voulez. Et donc, il est possible déjà, première remarque,
à ce niveau, je peux tout simplement inverser l'ordre des ajouts, ça ne changera absolument rien. C'est-à-dire qu'à ma protéine de jaune d'œuf, je peux d'abord commencer par le sulfate de cuivre, c'est-à-dire j'introduis d'abord le sulfate de cuivre, ensuite j'ai introduit de la soude, comme je peux d'abord introduire de la soude et introduire le sulfate de cuivre. Il arrive parfois que durant cette étape-ci, on peut vous demander pourquoi est-ce qu'il faut chauffer le mélange, c'est-à-dire le mélange de protéines plus soude plus sulfate de cuivre. S'il faut chauffer le mélange, généralement, il y a deux raisons. La première raison déjà, c'est que en chauffant le mélange, on se rassure d'avoir des conditions optimales pour le test. Parce qu'il peut arriver que les conditions ne sont pas expérimentalement validées et donc le fait de chauffer permet de renforcer ou d'accélérer le processus ou la réaction. Ça, c'est le premier avantage du chauffage. Le deuxième avantage du chauffage, c'est que elle permet d'avoir une meilleure coloration. Parce que lorsqu'il n'est pas chauffé, lorsque le mélange n'est pas chauffé, la coloration violette peut parfois être très peu visible, très faiblement, puisqu'on sait que les protéines, lorsqu'elles sont mélangées, peuvent ne pas avoir de modification de couleur. Et dans ce cas, le fait de chauffer permet de renforcer la coloration soit bleue pour un test négatif ou soit violette pour un test positif. Donc, c'est l'une des deux questions. On peut également vous demander pourquoi est-ce qu'on peut, ou alors est-ce qu'on peut faire ce test sans avoir à chauffer. C'est également, oui, c'est possible de faire le test sans avoir à chauffer parce que sur certains schémas également, vous verrez les mêmes réactions, mais avec les mêmes réactifs également, mais sauf que le mélange n'est pas chauffé. Lorsque le mélange n'est pas chauffé, vous aurez tout simplement une teinte moins claire, c'est-à-dire le violet apparaîtra moins visible à l'œil nu et également, vous aurez une réaction qui serait un peu plus lente, c'est-à-dire que le processus pour qu'on puisse obtenir soit la couleur bleue, soit la couleur violette serait un peu plus lente que si on avait fait chauffer, par exemple, le mélange dès le départ. Donc, voilà des potentielles questions qu'on peut, par exemple, vous poser. Et pour revenir à la finalité du test, lorsque vous avez déjà une coloration après chauffage ou non, ça dépend de vous, ça c'est une étape alternative, comme je disais. Vous avez la possibilité soit d'avoir une coloration bleue, tout simplement, qui marque un test négatif, comme vous avez la possibilité d'avoir une coloration violette qui marque un test positif, tout simplement. Donc, ça, c'est ce qu'il faudrait savoir sur le test de Buret et les potentielles questions qu'on pourrait vous poser dessus. Comme je disais tantôt, il y a le test xanthoprotéide qui ne va pas être abordé, mais c'est plus ou moins toujours un test visant à une coloration. Soit on aura le positif pour une coloration précise, soit on aura le négatif pour une coloration précise. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails. Le test du rouge soudan permet de déterminer la présence de lipides, tout simplement. Il n'est pas le seul. Il y a également le test sur feuille blanche. Il s'agit juste de verser un lipide sur une feuille blanche et si ça laisse une trace indélébile, on suppose que c'est les lipides, par exemple, qui sont dans notre composant. Donc, du coup, on va juste s'attarder sur le test au rouge de Soudan. Ça également, ça a été généralement donné en salle, donc on va pas revenir forcément sur la description étape par étape, mais je vais juste vous ressortir les différentes questions qui peuvent être également posées dans ce test au rouge de Soudan pour l'identification des lipides. Déjà, il y a cette question, l'ajout de l'eau. Pourquoi est-ce qu'on ajoute de l'eau? On peut tout simplement vous poser cette question. Pourquoi est-ce que après avoir ajouté de l'huile, et si c'est de l'huile, pourquoi est-ce qu'après avoir ajouté de l'huile au rouge soudan, il faudrait que le mélange, lorsqu'on a ajouté, on a agité, que ce mélange-ci, on y ajoute de l'eau. On y ajoute de l'eau tout simplement parce que l'huile étant un lipide, automatiquement, elle est insoluble dans l'eau. Par conséquent, l'ajout de l'huile va permettre la formation des bulles ou alors des gouttelettes, si vous voulez, des gouttelettes d'huile qui seront nettement perceptibles lors de notre réaction. Donc, l'eau sera visible et on aura des gouttelettes comme ceci. Nous aurons des gouttelettes et nous aurons de l'eau qui sera réellement séparée des constituants lipides. Et lorsqu'on laisse reposer juste un peu, on va voir ces gouttelettes remonter à la surface et gagner la coloration rouge, du rouge soudan que l'on avait ajouté en début de notre test, par exemple.
Donc, et là, vous voyez en dessous, vous avez votre eau qui est restée incolore tout naturellement puisque l'eau est incolore. Donc, voilà en quelque sorte le principal, la seule question qu'on pourrait vous poser principalement, c'est l'ajout de l'eau, par exemple. C'est à peu près tout sur le rouge Soudan. Donc, pour ne pas rendre la vidéo plus longue, on va s'arrêter ici et on se dira à la prochaine pour une prochaine vidéo sur l'évaluation des compétences. N'oubliez surtout pas de partager, de liker, de vous abonner. Et si vous avez des incompréhensions sur un exercice qui a été traité au cours de cette vidéo, faites-le moi savoir en commentaire pour que je puisse y répondre. Je vous remercie.